Dans cet exercice, un central PC 2019, on s'intéresse à un endomorphisme diagonalisable d'un espace vectoriel de dimension finie E. Et le but est de montrer que quand on a un sous-espace vectoriel stable par F, l'endomorphisme induit par F sur grand F va être aussi diagonalisable. Donc quand on regarde un endomorphisme diagonalisable, si on prend un endomorphisme induit, donc sur un sous-espace vectoriel stable, il sera automatiquement diagonalisable. Donc pour prouver ça, on considère déjà alpha 1, alpha p les valeurs propres distinctes de f. Remarquez bien que dans l'énoncé, il y a marqué distinct, il n'y a pas marqué simple. Donc a priori, il n'y a rien qui dit que alpha 1, alpha p, que p c'est la dimension de E. Et donc dans la suite de l'exercice, on va noter n la dimension de E. Et a priori, n est différent de p, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des valeurs propres multiples là-dedans. Et donc des espaces propres de dimension plus grande que 1. Donc d'abord, on vous demande de démontrer que tout sous-espace vectoriel de E possède un supplémentaire stable par F. Donc, comme F est diagonalisable, on a une base formée de vecteurs propres. Et en fait, on va se servir du coup du théorème de la base incomplète pour, quand on prend un sous-espace vectoriel F, prendre une base de F et la compléter en une base de E, mais en piochant des vecteurs dans la base formée de vecteurs propres. L'intérêt étant que automatiquement, le supplémentaire qu'on va former G, qui donc sera avec des EI sélectionnés, sera stable par F, parce qu'il s'agit de vecteurs propres. Et donc quand on va calculer l'image des EI, on va obtenir un multiple de EI, et donc ça va bien assez stable. Donc voilà l'idée de départ, donc prendre une base de vecteurs propres pour compléter ma base F en une base de E. Donc on va mettre ça en application, donc le théorème de la base incomplète. Ma famille F1, Fr, qui est la base de F, je la complète avec EI en une base de E. Et je pose G qui est vecte de EI. Donc ici, comme on a la réunion des bases qui forment une base de E tout entier, on a le F et G qui sont supplémentaires dans E. Et maintenant, il faut vérifier que G est stable par F. Donc quand on prend X dans G, il s'écrit sous la forme la somme des AIXI. Donc attention ici, mon ensemble I est un ensemble fini, donc c'est une combinaison linéaire, c'est-à-dire une somme finie. Et par linéarité de f, f de x, on va pouvoir entrer le f à l'intérieur de la somme. Les f de i, je les connais, ça fait lambda i e i. Et donc je me retrouve bien avec à nouveau une combinaison linéaire des i. Donc ça appartient avec de i, qui est bien g. Donc j'ai bien démontré que pour tout x dans g, f de x est dans g. Donc g est stable par f. Et du coup, on a bien ce qu'on voulait, c'est-à-dire un supplémentaire de f qui est stable par un supplémentaire de grand f qui est stable par petit f. Donc ensuite, on suppose maintenant qu'on a f et g, deux sous-espaces vectoriels de E stables par f, et donc qui sont supplémentaires. Vous remarquerez qu'à partir du moment où on en a un qui est stable par f, on pourra trouver un deuxième g qui soit stable par f qui soit supplémentaire. Et on pose donc des sous-ensembles f alpha k qui vont être l'intersection entre f et le sous-espace propre de f associé à la propre alpha k. Et pareil pour G de alpha k, qui sera intersection de G avec les sous-espaces propres de F associés à leur propre alpha k. Donc on vous demande de démontrer que F se décompose en somme directe, comme la somme directe des F de alpha i, et que G se décompose comme somme directe des G de alpha i. Donc déjà remarquons qu'une fois qu'on l'aura fait pour F, pour G sera automatique parce que on n'a pas d'hypothèse particulière sur G par rapport à F, donc ça a des rôles complètement symétriques, on pourrait inverser la position de F et G. Donc on va uniquement démontrer ce point-là. Et pour démontrer ce point-là, donc on se demande un peu comment faire, mais l'idée de départ, ça va être de se dire que quand même, comme F est diagonalisable, on a E qui est la somme des E alpha i de F. Alors attention, on ne peut pas dire que l'intersection est compatible avec la somme. Donc on ne va pas pouvoir juste mettre une intersection en plus, il va falloir vraiment prouver les choses. Et donc pour prouver les choses, on va prendre un élément de f et démontrer qu'il s'écrit comme combinaison linéaire de ceci. Et cette combinaison linéaire sera automatiquement unique parce que s'il y en avait plusieurs, on aurait aussi plusieurs décompositions de x dans les e alpha k de f. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va prendre un x qui est dans f. Donc x est dans e. E se décompose en somme directe des E alpha i de f, parce que f est diagonalisable.
Donc mon x va s'écrire sous la forme x1 plus xp, où les xi sont dans E alpha i de f. Comme les xi sont dans E alpha i de f, j'ai f de xi qui est égal à alpha i xi, parce que c'est la définition d'un espace propre. Et du coup, quand je vais calculer f moins alpha j d'entité de xi, ça va faire f de xi moins alpha j xi, donc alpha i moins alpha j xi. Donc l'idée, ça va être ici de essayer de faire disparaître tous ces vecteurs-là, sauf un, en composant par un endomorphisme bien choisi. Et on se rend compte que quand on prend f moins alpha j d'entité de x, et bien, en particulier pour le vecteur xj qui va apparaître là, ça va faire alpha j moins alpha j xj, donc ça va faire 0. Donc quand on compose par f moins alpha j d'entité, ça va faire disparaître le vecteur alpha j, le vecteur xj. Donc l'idée, ça va être de composer par des endomorphismes qu'on va créer, donc GI, qui va être la composée des f moins alpha i d'entité, donc on les prend tous, sauf un, sauf le f moins alpha i d'identité. Donc on est bien d'accord, là il y a p moins un terme, donc tous les termes sauf celui-ci. Et l'intérêt, c'est quand je vais composer par cette égalité-là par GI, ben en fait ils vont tous disparaître ici, parce qu'à chaque fois, par exemple pour le x1, il y aura un f moins alpha 1 qui va faire 0, pour le x2, il y aura un f moins alpha 2, donc ça va s'annuler, etc., etc. Sauf le xi, parce que pour le xi, on n'aura pas le f moins alpha identité, donc ça ne va pas l'annuler. Donc du coup, bon, déjà on dit que GI bien l'endomorphisme de E comme composé et somme d'endomorphisme de E, il n'y a pas de problème. Et donc on calcule GI de x, donc c'est la somme des GI de xj. Alors ce GI, j'aurais pu l'écrire, mais c'est le produit pour k variant de 1 à p, k différent de i, des f moins alpha k identité. Et donc quand je compose avec xi, eh ben, ça va faire à chaque fois alpha j moins alpha k xi. Et donc on va faire ce produit. Alors là, j'aurais peut-être pu mettre une parenthèse ici, autour de ce terme-là, jusqu'ici. Et donc le tout est appliqué, c'est un multiple de xj. Bon, l'intérêt étant qu'on voit que dans cette somme-là, si j est différent de i, ce terme-là va s'annuler. Il va y avoir un des termes du produit qui va faire 0, parce que k égale j va être autorisé. Par contre, si j égale i, tous les termes vont être non nuls, et donc dans ce cas-là, on va obtenir le produit des alpha i moins alpha k xi. Donc l'idée, vous voyez, tous ces termes-là vont s'annuler, c'est ce qu'on a expliqué un petit peu au-dessus, parce que chaque fois, il y aura un f moins le bon alpha qui va apparaître, et donc il va me rester ça. Et donc on voit que finalement, mon xi va s'écrire sous la forme 1 sur le produit des alpha i moins alpha k, pour k différent de i, fois j de x. Donc là, on a presque gagné, parce que mon xi, donc il était dans E alpha i de f. Moi, j'avais envie qu'il soit dans f, parce que si en plus j'arrive à prouver qu'il est dans f, j'aurais bien trouvé une décomposition ici, de x, avec la somme des xi, où chaque xi est dans E alpha i inter grand f, et donc dans le, ce qui est noté, je ne sais plus, f de alpha i, grand f de alpha i. Donc moi, j'aimerais bien obtenir que ça appartient à f. Donc qu'est-ce qui me manque pour dire que ça appartient à f? Je sais que x appartient à f. La question, c'est est-ce que j de x est encore dans f? Alors c'est ce qu'on fait dans le premier point. On sait que grand f est stable par petit f. Donc quand je vais calculer, quand je prends un x dans f, et je m'intéresse à f moins lambda identité de x, où lambda est un scalaire quelconque, j'obtiens f de x qui est dans f, parce que grand f est stable par petit f, et petit x appartient à grand f, moins lambda x, où x à nouveau appartient à grand f, et donc là j'ai une combinaison linéaire d'éléments de grand f, donc c'est encore un élément de grand f. Ensuite, j'obtiens donc que f, grand f est stable par f moins lambda identité, et c'est valable pour tout lambda. Donc du coup, quand je prends un R uplet lambda 1, lambda R, de scalaire, mon ensemble grand f va être stable par cette composition ici. Alors pourquoi? Parce que quand je prends grand f moins lambda R de grand f, c'est encore inclus dans grand f. Donc je compose avec un autre, c'est encore inclus dans grand f, etc. Et donc l'image va bien être inclue dans grand f. Et vous remarquerez que ici, l'endomorphisme GI qu'on a pris, il s'écrit exactement sous cette forme-là, avec les alpha 1, etc., qui valent, les lambda 1, etc., qui valent alpha 1, etc., tous ces termes-là. Et du coup, mon GI de x est un élément de grand f. Donc mon xi appartient à grand f, ça c'est valable pour tout i, et donc
j'avais ma décomposition x égale x1 plus xp. Mon x1 était dans E alpha 1 de f, mais il est aussi dans grand F, donc il est dans l'intersection. Mon x2 était dans E alpha 2 de f, mais il est aussi dans grand F, donc il est dans l'intersection, etc., etc. Et donc finalement, tous ces éléments-là, le x1 est dans f, grand F de alpha 1, le xp est dans grand F de alpha p. Et donc mon x, je l'ai décomposé comme une somme d'éléments de grand F de alpha 1, etc., grand F de alpha p. Donc j'ai prouvé que grand F s'écrit sous la forme de cette somme-là. Alors maintenant, il faut décomposer, montrer que la somme est directe, mais c'est automatique, parce qu'imaginons qu'on ait deux écritures de x, avec des éléments, donc x égale x1 plus xp, où x1 appartient, etc., et x égale y1 plus yp. Et bien dans ce cas-là, j'aurais trouvé deux décompositions de mon x comme somme d'éléments de E alpha 1, E alpha p, donc j'oublie même l'appartenance à grand F, et donc c'est exclu parce que x, je vous rappelle, se décompose de manière unique dans la somme directe E alpha 1 de f plus E alpha p de f. Et vous voyez, cette unicité ici va m'imposer l'unicité ici. Donc finalement, le seul problème qu'on avait, c'était un problème d'existence. Donc on a bien la décomposition d'un élément quelconque de f comme somme de ceci. Cette décomposition est unique, donc on a bien la décomposition en somme directe, comme vous voulez. Donc pour G, comme on a dit au départ, ben c'est pareil, vu que f et G ont des rôles symétriques. Du coup, on déduire que l'endomorphisme induit par f sur grand F est diagonalisable. Donc ici, on a obtenu la décomposition en somme directe de grand F, comme la somme de ces espaces-là. Et il faut remarquer que finalement, si je prends à chaque fois une base df de alpha i, comme j'ai ma décomposition de somme directe, si je regroupe mes bases, je vais obtenir une base de grand F. Et chacun des éléments de cette base-là, de cette réunion, est un vecteur propre de f. Pourquoi? Parce que comme c'est un élément de f de alpha i, c'est un élément de E alpha i de f, donc, et bon, il est non nul parce qu'on est dans une base, donc c'est un vecteur propre de f. Et donc c'est un vecteur propre de l'endomorphisme induit, donc là je vais l'appeler f tilde pendant une seconde. Pourquoi? Parce que pour tous les éléments de grand F, on a f tilde de grand F égale, f tilde de x égale f de x, et donc comme x est un vecteur propre, ça va être un certain lambda x. Donc ici l'idée c'est de dire, donc on a trouvé ici une base de f, formée de vecteurs propres de f, donc de f tilde, et donc on a prouvé que f tilde était diagonalisable parce qu'on a trouvé une base formée de vecteurs propres de cet endomorphisme. Donc bien sûr pour G il en va de même parce que c'est par symétrie des rôles. Et finalement quand on regarde ce qu'on a prouvé dans cet exercice là, donc on a un endomorphisme diagonalisable, on a grand F, juste grand F, un sous-espace stable, et bien on a prouvé que l'endomorphisme induit par F sur grand F va être diagonalisable. De même que le sous-espace supplémentaire qu'on a trouvé va être diagonalisable aussi sur le sous-espace supplémentaire. Bon, le fait qu'il soit diagonalisable sur G, c'est complètement évident vu l'écriture du supplémentaire qu'on a prise là, enfin avec l'écriture du supplémentaire qu'on avait prise ici, parce que notre G, c'était vect des E alpha i, des EI, et donc on avait directement une base formée de vecteurs propres pour le G que l'on avait choisi. Mais ça reste valable pour n'importe quel supplémentaire stable par G, il sera lui aussi diagonalisable.